Donc, petite capsule vidéo sur l'énergie solaire. Et on va aussi parler du système nerveux. Donc, on va parler des marées, de l'énergie marémotrice qui peut découler de ça. Donc, premièrement, l'énergie solaire. Le soleil, en tant que tel, il produit de l'énergie. Comment est-ce qu'il produit cette énergie-là? On le sait, le soleil, c'est chaud. C'est ça qui nous envoie de l'énergie. Quand on est au soleil, on reçoit c'est comme notre peau devient plus chaude quand on met en dessous de. Quand on est à l'extérieur, tu sais. À l'ombre, il fait plus frais, au soleil, il fait plus chaud. Mais elle vient d'où cette énergie-là? Là, pour savoir ça vient d'où, il faut comprendre premièrement c'est quoi de la fission nucléaire et de la fusion nucléaire. On avait déjà parlé un petit peu plus de bonne heure de la fission nucléaire lorsqu'on parlait de l'énergie nucléaire. Si on veut faire un petit retour, j'ai un noyau, exemple d'uranium, très gros. Lorsque j'envoie un neutron dessus, il va se diviser en deux. Donc, il y a de la fission, il se divise en deux. Et lorsqu'il se divise, il émet de l'énergie. Donc, cette division-là fait de l'énergie. Une autre façon de faire de l'énergie, c'est en fusionnant des atomes. Alors là, vous allez vous demander, et c'est normal, pourquoi est-ce que lorsque je prends un gros atome et que je le défais, ça me donne de l'énergie, mais lorsque je prends des petits et que je les mets ensemble, ça me donne aussi de l'énergie. Et ça, c'est tout simplement dû à la composition du noyau atomique. Jusqu'au fer, donc si on regarde un tableau, là, jusqu'au fer, si je fusionne des atomes plus petits, là, ça va me donner de l'énergie. Donc, pour se rendre jusqu'au fer, je fusionne plein de petits atomes ensemble jusqu'à temps que ça me donne du fer. Je crée de l'énergie. Mais ensuite, après le fer, pour faire ces atomes plus gros, parce que vu qu'ils sont gros, ça va prendre plus d'énergie pour les faire, pour les fusionner ensemble. Donc, la fission ne va pas produire de l'énergie si j'essaye de faire de la fission d'oxygène, par exemple. C'est trop un petit atome. Les seuls atomes qui vont produire de l'énergie en faisant de la fission nucléaire, c'est les gros atomes. Donc, si on a un gros atome et qu'on fait de l'énergie, c'est de la fission nucléaire. Mais si j'ai des petits atomes et que je les fusionne, je les mets ensemble, c'est de la fusion. Et le Soleil, ce qu'il fait, c'est de la fusion nucléaire. Au centre de notre Soleil, on prend des atomes d'hydrogène avec soit un ou deux neutrons et on les fusionne ensemble. Donc, on prend ces deux hydrogènes-là, donc ici ça c'est un hydrogène, donc un proton avec un neutron, et un proton avec deux neutrons, donc les deux c'est de l'hydrogène, on les met ensemble, et lorsqu'ils sont ensemble, là ça va produire de l'hélium. Donc deux hydrogènes, ça fait de l'hélium. Et cette chose-là peut seulement se produire si la température est super, super élevée. Je peux pas juste faire ça en ce moment, là, dans la pièce où je suis. Je peux pas juste prendre deux hydrogènes et les mettre ensemble, ça se fusionnera pas. L'énergie d'activation, donc l'énergie qu'on doit avoir pour que ça se passe, est très élevée, mais ça produit tout de même de l'énergie, mais il faut qu'initialement la température soit très élevée. Si je veux produire des, des atomes plus lourds que ça, mais là, il faut que j'ai encore une température plus élevée. Là, ici, je vous montre, ça c'est juste pour le plaisir d'en parler un petit peu, là, un diagramme HR. Un diagramme HR, c'est quoi? Ça vient montrer les types d'étoiles et ça les classifie selon leur température de surface. Donc, quand je la regarde, l'étoile à l'extérieur, c'est quoi la température et la luminosité. Donc, plus c'est lumineux, souvent c'est plus chaud, mais pas tout le temps. Prenons l'exemple de notre Soleil. Notre Soleil, c'est une étoile dans la famille G, du style spectral G. Sa température de surface est de 6000 Kelvin et elle a une luminosité de 1. Luminosité solaire, qu'on appelle. Donc, lorsqu'on la compare à notre Soleil, elle a une luminosité de 1 parce que c'est notre Soleil. Si l'étoile a une luminosité plus grande que notre Soleil, ben là, la luminosité va être plus élevée. Exemple, une luminosité de 10 ici, c'est-à-dire que 10 de notre Soleil a une luminosité égale à ça. Bon, passons là-dessus. On voit ici qu'il y a plein d'étoiles et que chacune vont
avoir des températures de surface différentes. Par exemple, si on regarde les géantes rouges, la géante rouge, ça c'est un exemple. À l'extérieur, elle n'est pas très chaude. On est d'accord, mais l'étoile, elle est tellement grande qu'à son centre, on est capable de faire la fusion du fer. Mais nous, dans notre Soleil, on ne fait que la fusion de l'hydrogène en hélium. On ne produit même pas d'azote. Notre Soleil est trop petit pour ça. Là, vous allez me demander comment est-ce qu'on produit, dans ce cas-là, les atomes ayant un numéro atomique plus élevé que le fer, parce que ça prend de l'énergie. Donc, les étoiles, naturellement, ne le font pas. Mais ça se produit lorsque ces géantes rouges-là meurent. Lorsque les géantes rouges meurent, ça, on n'en parlera pas. Si vous voulez en parler, on prendra le temps pendant une période. Là, je vous montrerai des petites images, mais euh, lorsqu'elles meurent, elles vont exploser en supernova. Et lorsqu'elles explosent en supernova, c'est là qu'elles produisent ces atomes plus lourds. Et donc, c'est pour ça qu'on sait souvent qu'ils sont plus rares, on les a en moins grande quantité, parce que les étoiles ne les produisent pas naturellement, mais les produisent seulement lorsqu'elles meurent. Donc, sur Terre, une des raisons pourquoi on a des atomes plus hauts que le fer, ça veut dire que auparavant, avant la formation de la Terre, il y avait une supernova, donc une étoile super grande qui est morte, et lorsqu'elle meurt, là, elle laisse derrière tous ces atomes lourds. Ça, c'était juste pour parler, mais l'important, ce que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est que le Soleil, les étoiles produisent de l'énergie en fusionnant des atomes. Ben, c'est ça. Elles fusionnent de l'hydrogène. Donc, je prends deux hydrogènes, je les mets ensemble et ensuite, ça produit l'énergie. Puis ensuite, je peux prendre l'hélium qui est produit avec ça pour faire de l'azote. Puis on avance de cette façon-là. Donc, c'est comme ça que les étoiles produisent de l'énergie. C'est avec de la fusion nucléaire. Il ne faut pas le mélanger avec la fission nucléaire. Maintenant, sur Terre, comment ça nous affecte ça? Et là, ça nous affecte différemment selon on est placé où. Par exemple, si je suis proche de l'équateur, je vais recevoir plus d'énergie solaire que si je suis au pôle. Ça, on le voit naturellement, il fait plus froid au Québec qu'en Floride. En Floride, il fait chaud, au Québec, il fait froid. C'est pour ça qu'on va en Floride en hiver, parce qu'on est tanné de la neige. Mais là, pourquoi est-ce que naturellement on pense ça? J'ai une belle petite démonstration à vous montrer. Donc, petite démonstration, ici on a un laser qui représente l'énergie provenant du Soleil. Le Soleil nous envoie des rayons et lorsque ces rayons-là frappent l'équateur, mais frappent un endroit, on voit s'ils frappent perpendiculairement la Terre, mais là, on peut montrer la tangente, on voit lorsque c'est perpendiculaire, le rond ici est très concentré. Okay? Si je prends mon laser ici et je m'en vais plus vers les pôles, par exemple, si je vais au pôle sud, on voit ici là, dans le bas que le rond est plus étiré. Donc, mon laser, il n'a pas changé de grosseur en tant que tel. Qu'il soit ici, la quantité d'énergie envoyée par le Soleil est la même qu'il soit ici. Sauf que lorsque je suis ici, l'énergie est répartie sur une plus grande surface. Ici, on peut le voir là, sur le dessin, en centimètres carrés. Ça ici, c'est pas les vrais chiffres, mais ça nous donne une idée. Lorsque je suis ici au pôle, 53,4 cm² est la surface illuminée par le Soleil. Tandis qu'ici, 10 cm². Donc, la même quantité d'énergie, si on regarde en watts par centimètre carré, ici, à l'équateur, je reçois à peu près 100, mais je reçois 100 watts par centimètre carré. Tandis que si je descends ici, j'en reçois que 12 au pôle. Donc, le fait que les rayons du soleil doivent se séparer sur une plus grande surface, ça fait qu'on a moins de chaleur. Et c'est la même chose au pôle Nord. Là, ici, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Terre tourne
Et lorsqu'elle tourne, c'est pas toujours dans le même sens. Là. On se souvient là, en ce moment la ligne ici est de ce sens-là, mais lorsqu'on fait un tour après la moitié de l'année, on est rendu de l'autre côté. C'est ça qui fait les saisons. Si on s'en souvient, c'est secondaire 2. En ce moment, on serait en hiver. Et si on prend la Terre et on fait un miroir, on le met de l'autre côté, là, on serait en été parce qu'on serait plus proche. Là, hein. L'angle serait changé. Mais l'équateur, lui, il est toujours entre les deux. C'est lui qui est au milieu de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a cette situation-là. Où, à l'équateur, en général, c'est lui qui en reçoit le plus. Mais on en reçoit aussi nous parce qu'on a les saisons. Donc, maintenant, cela dit, on reçoit de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On a trois méthodes principales de prendre cette énergie solaire-là et de la transformer en énergie électrique. Premièrement, on a les cellules photovoltaïques. Ça, c'est les panneaux solaires traditionnels desquels on passe. Ensuite, on a des systèmes de chauffage passifs. Ça va être on peut le voir aussi, on le voit plus souvent dans l'architecture durable ou lorsque l'on fait des grands édifices. On va utiliser beaucoup les systèmes de chauffage passifs et on a des capteurs solaires. Parlons-en. Premièrement, cellules photovoltaïques. Petite vidéo pour vous montrer ça. Donc, ce qui se passe lorsqu'on a une cellule photovoltaïque, c'est j'ai des rayons du soleil. Mes rayons du soleil, vont venir frapper ici comme on le voit ici, ils viennent frapper ma cellule. Lorsqu'ils frappent la cellule, qu'est-ce que ça fait? Ça vient libérer les électrons parce que c'est composé de plein d'atomes et les atomes, là, sont chargés soit positivement ou négativement dans le haut et dans le bas. Je ne veux pas qu'on ait trop en profondeur là-dedans, mais on a ça et les rayons du soleil viennent frapper ces atomes-là, ils excitent les électrons et là, les électrons viennent se détacher. Donc, les électrons qui sont en bas ici viennent se détacher. Ici, c'est chargé négativement et en haut, c'est chargé positivement. Sauf qu'il n'y a pas un chemin entre les deux. On n'est pas capable de juste passer entre les deux bornes. Ici, j'ai une borne positive en bleu, une borne négative en rouge. Mais lorsque les électrons sont arrachés en bas ici, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent aller de l'autre côté. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir placer des fils pour relier ces deux bornes-là. Donc, mes électrons qui sont arrachés en bas, ils ne peuvent pas directement aller en haut parce qu'il y a une jonction qui est faite, il y a un blocage. Donc, ils vont faire le tour, passer dans mon ampoule et ensuite revenir. Et c'est comme ça qu'on fait l'électricité. Donc, les rayons du soleil, ils viennent arracher les électrons. Et lorsque les électrons sont arrachés, ils vont passer dans un circuit. Ce circuit permettant de récolter l'électricité. Donc, c'est les rayons viennent arracher les électrons et cela va permettre de les déplacer. Donc maintenant, le système de chauffage passif ou l'architecture durable. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement de profiter du fait que le soleil nous envoie de l'énergie. Donc, lorsque l'on construit un édifice, on va essayer de le construire d'une façon à ce que le soleil puisse entrer par les fenêtres et venir réchauffer la maison. Donc, c'est ça. L'architecture durable, c'est de se construire d'une façon de profiter de l'énergie du soleil. Lorsqu'on fait des géants édifices, des gratte-ciels, on va vraiment beaucoup utiliser ça. On va pas faire comme on voit, il y en a beaucoup, c'est des murs en vitre, par exemple. Pourquoi ça? Ça laisse rentrer beaucoup l'énergie solaire. Donc, c'est du chauffage gratuit parce qu'on utilise le soleil. Et maintenant, une autre façon, c'est les capteurs solaires. Capteurs solaires, c'est quoi? J'utilise j'ai un panneau, tout comme un panneau solaire un petit peu, là. Sauf cette fois-là, j'ai une couche qui va absorber l'énergie du soleil. Là, l'énergie est absorbée. Ça devient super, super chaud. Et on l'utilise pour réchauffer de l'eau qui passe dans les tuyaux. Donc, on fait passer de l'eau dans les petits tuyaux qu'on voit ici, en serpentin, on fait passer l'eau, et elle est réchauffée par ce matériau qui absorbe. Donc, on prend le soleil, on absorbe le plus possible l'énergie du soleil dans des absorbateurs. Donc, ceux-là, ils deviennent super chauds et ils prennent cette énergie thermique-là, le transfèrent à l'eau et l'eau va ensuite venir soit chauffer un édifice ou on peut utiliser aussi cette eau-là
qui va devenir une vapeur d'eau. Donc, ce gaz d'eau-là va être à très grande pression, mais on peut utiliser ce gaz-là pour faire tourner une turbine qui va activer un alternateur pour produire de l'électricité. Souvent, quand il y a des centrales à capteurs solaires, on va, c'est ça, utiliser la vapeur d'eau produite par ce chauffage de l'eau-là pour faire tourner des turbines. Mais vous pouvez aussi utiliser ce type de méthode-là pour réchauffer l'eau d'une piscine, par exemple. Vous pouvez mettre des capteurs solaires sur les toits, l'eau passe à l'intérieur, l'eau est réchauffée et vous avez de l'eau chaude pour votre piscine. Des fois, vous avez vu, là, peut-être que vous avez vu ça ou non, là, mais juste prendre des tuyaux de piscine là, et les passer sur le toit du cabanon. Là. Par exemple, on a un cabanon là, avec un toit noir, donc chaud. Je passe un tuyau noir, je le fais passer en serpentin sur le toit et ensuite je fais que l'eau retombe dans la piscine. Je mets une petite pompe à l'intérieur. J'ai un chauffage d'eau gratuit. Donc, j'ai pas besoin de payer pour chauffer l'eau. Je vais juste la passer sur mon toit, le soleil la réchauffe, un petit chauffage gratuit. Et c'est le même principe pour ici. On chauffe l'eau à l'aide de l'énergie du soleil.